Alors ce soir, nous avons donc l'immense plaisir d'accueillir Pierre Bayard. Pierre Bayard, donc, qui est professeur de littérature à Paris 8, et qui est également psychanalyste, et qui, depuis une vingtaine d'années maintenant, déploie une œuvre tout à fait singulière et étonnante, qu'il a nommée la critique interventionniste. Dont il est, dit-il, avec une certaine superbe, le seul représentant et l'unique, puisque au fur et à mesure où les gens essayent de devenir des disciples, ils trouvent qu'ils ne sont jamais suffisamment dans l'orthodoxie, donc il fait des purges systématiques. Voilà. Donc pour l'instant, c'est l'unique représentant de la critique interventionniste. C'est bien dommage, parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait passionnant. Alors il y a trois... Moi j'ai découvert le travail de Pierre Bayard à travers la trilogie anglaise et policière. Alors c'est tout à fait fascinant, c'est-à-dire que j'étais tombé sur le premier qui s'appelle « Qui a tué Roger Ackroyd ?» donc, qui est un célèbre roman d'Agatha Christie, où Pierre Bayard démontre de façon absolument confondante que l'assassin qui est désigné par Agatha Christie n'est pas l'assassin qui a réalisé le crime, parce que c'est impossible, et donc il désigne réellement l'assassin. Donc je ne fais pas de spoil, hein, donc vous lirez l'ouvrage à acheter dans toutes les bonnes librairies. Et en plus de ça, donc, comme c'est un serial auteur, il a recommencé ça avec Hamlet, où il montre que le père d'Hamlet n'a pas été assassiné par le criminel que désigne Shakespeare, mais par quelqu'un d'autre, encore une fois. Et il a refait ça aussi en innocentant donc ce pauvre chien qui avait été désigné comme l'assassin dans l'affaire les chiens de Baskerville de Conan Doyle. Et il montre effectivement que là, encore une fois, de façon tout à fait irréfutable, il ne s'agit pas du meurtrier, mais que le meurtrier se cache encore de façon tout à fait sournoise à l'intérieur des pages du livre. Enfin, jusqu'à ce que vous l'ayez démasqué, parce que maintenant, je dirais, la paix est enfin terminée. Donc, ça, c'est la première partie, et peut-être que je vais vous laisser la parole pour nous parler de cette première aspect. Il y en a d'autres qu'on abordera au fur et à mesure. Alors, ce qui est tout à fait fascinant là-dedans, c'est que quand on lit les ouvrages de Pierre Bayard, on ne peut qu'être d'accord, c'est-à-dire que c'est d'une rigueur implacable, hein. Et donc tout s'éclaire, c'est-à-dire qu'il change l'éclairage un petit peu de l'œuvre, et puis on se dit bah oui, c'est évident, il a raison. Et puis en même temps, quand on est obligé d'accepter la position de Pierre Bayard, il y a un moment de trouble, voire de sidération, et on se dit mais alors, si il a raison, cela implique un certain nombre de choses qui sont tout à fait troublantes, et c'est ces choses troublantes que je laisse à Pierre Bayard le soin de vous dévoiler. Merci Pierre Bayard d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Michel Vives pour cette invitation. J'espère qu'il y a un troisième moment ensuite, qui est le moment du réachat du livre suivant, ouais. Normalement, puisque c'est un ensemble qui comprendra 18 livres avec celui qui va sortir cet automne. Vous avez justement cité le titre général de mon approche des textes, qui est la critique interventionniste. Mais je crois que ce serait intéressant de la situer à l'intérieur d'un courant de rénovation de la critique littéraire contemporaine qui s'oppose à ce qui a dominé pendant des décennies dans l'approche des textes, qui est une approche herméneutique. L'approche herméneutique est dominante en France depuis des décennies, voire peut-être depuis plus d'un siècle, et elle consiste à rechercher le sens des textes. Et plus particulièrement, par exemple, en psychanalyse, le sens inconscient des textes. Ce sera le cas si vous pratiquez la psychobiographie ou la textanalyse. Vous allez rechercher le sens des textes, ou bien utiliser d'autres méthodes visant à rechercher ce sens, comme par exemple la sémiotique, la thématique, etc. Ce que je fais s'inscrit dans un courant beaucoup plus large, dont je ne suis pas le seul membre, même si je suis celui qui écrit le plus pour occuper le terrain et gêner mes opposants, mes adversaires et mes concurrents, qu'on pourrait appeler une forme de critique
créatrice, ou critique de création. Elle consiste à étudier non pas ce qu'est le texte et ce qu'il signifie, démarche herméneutique, mais ce qu'il aurait pu être. Et donc à étudier des variantes du texte, d'autres possibilités, ce que l'on appelle des textes possibles. Et cette démarche générale qui est en train de gagner en France, dans l'université et aussi dans les classes du secondaire, c'est probablement inspiré historiquement du développement de la génétique. C'est cette science qui est née en France et qui étudie les brouillons, les variantes. On s'est beaucoup intéressé, ça rejoint le thème de votre séminaire sur la création, à la manière dont les écrivains créaient en éliminant toute une série de versions possibles. En les éliminant ou en ne les éliminant pas. D'ailleurs, si vous regardez la dernière édition de la recherche de Proust, sous la direction de Jean-Yves Tadier, vous avez un énorme dossier génétique, vous avez toutes les variantes, y compris des variantes entre lesquelles il est impossible aujourd'hui de trancher. Vous savez qu'au tout dernier moment, Proust, juste avant sa mort, raye, supprime des pans entiers de la recherche, en particulier dans La prisonnière et Albertine disparue. Alors, est-ce qu'il faut tenir compte de ces indications dernières de Proust et supprimer des centaines de pages dans la recherche, ou est-ce qu'il faut ne pas en tenir compte? Et les Proustiens sont divisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui de texte unique de la recherche. On a plusieurs textes possibles. Alors, je crois que la génétique, l'étude des textes possibles, a joué son rôle dans ce que j'appelais donc la critique de création, c'est-à-dire une critique où on va jouer avec les textes. On ne va pas se demander seulement ce qu'ils signifient, on va se demander quels sont les choix que l'écrivain a faits. Et qu'est-ce qui se passerait si on mettait une autre fin? Et qu'est-ce qui a pu se passer avant que le texte commence? Et qu'est-ce qui se passerait si on changeait le point de vue et si on racontait le texte de tel point de vue? Toute question que souvent le créateur s'est posée. D'une certaine manière, on en revient à ce qui a été l'approche dominante des textes pendant des siècles, où on jouait avec les textes d'une manière rhétorique pour étudier ce qu'ils auraient pu être. Donc je crois que si on veut situer la critique interventionniste, il faut la situer dans ce cadre, parce que d'autres auteurs aujourd'hui font la même chose. Je pense à Marc Escola, à Sophie Rabault, etc. Et ça se développe de plus en plus dans le secondaire. Ce qui a des effets sur la lecture psychanalytique des textes, parce que ça veut dire qu'on va étudier les textes d'une manière beaucoup moins herméneutique. On va beaucoup moins se demander quel est le sens inconscient du texte, ou à quel épisode marquant de la vie de l'auteur le texte est inconsciemment lié. Donc je voulais situer ce que je faisais dans ce cadre, parce que je crois que c'est un mouvement général aujourd'hui, à la fois à l'université et dans le secondaire, une approche différente du texte littéraire. Donc, dans ce cadre général, même si je pense être celui qui fait le plus, en poids en tout cas, de livres dans cette direction, il y a effectivement ce que vous avez appelé la critique interventionniste, qui se donne pour projet d'intervenir sur les textes littéraires. Quelquefois en les transformant, et je pense que vous allez me poser des questions sur certains de mes livres, mais quelquefois en les transformant sans les transformer. Et c'est le cas de ces trois ouvrages qui relèvent de la critique policière, elle-même subdivision de la critique interventionniste, dans lesquels je propose de relire de grandes intrigues policières avec cette idée que le détective, ou le personnage mis en position de détective, et peut-être même l'auteur lui-même se sont trompés sur le nom de l'assassin. Donc on obtient des livres qui sont eux-mêmes des ouvrages policiers, puisque la vérité et le véritable assassin sont dévoilés dans les toutes dernières pages. Mais vous voyez, on modifie le texte et on ne le modifie pas, parce que contrairement à d'autres approches que nous allons voir, dans ces trois livres, celui où je reprends Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, Hamlet de Shakespeare et Le chien des Baskerville de Conan Doyle, eh bien, je ne modifie pas une lettre du texte. Je me contente de dire, avec le même texte, on peut obtenir un coupable différent, et même un coupable plus vraisemblable, puisqu'à chaque fois, je pars d'invraisemblances complètes dans les textes,
qui quelquefois avait été relevé par les spécialistes. Il y a une invraisemblance majeure dans Hamlet de Shakespeare, sur laquelle les Shakespeariens butent depuis le début du XXe siècle. Il y a une invraisemblance majeure dans le chien des Baskerville de Conan Doyle, qui n'a pas été contesté par les spécialistes de Conan Doyle. Donc le coupable ou la coupable que je désigne dans les dernières pages de ce livre offre une vraisemblance supérieure à la solution proposée par l'auteur. Mais encore une fois, le texte ne change pas. Ou plutôt, il change. Ce qui veut dire que le même texte peut avoir un sens différent suivant la manière dont on le lit. Ce que Borges avait montré dans un texte célèbre sur Pierre Ménard, montrant qu'exactement le même texte prenait un sens différent sans que sa lettre change d'un siècle à l'autre. Donc c'est ça le principe de la critique policière, reprendre des romans policiers, chercher les failles, les invraisemblances, les impossibilités, et surtout chercher une autre solution, et cela sans modifier la lettre du texte. En fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est un changement d'éclairage qui permet en fait de relire de façon tout à fait neuve le roman, et comme je le disais, de façon tout à fait étonnante et extrêmement convaincante, comme vous dites. Alors, il y a une seconde type de critique que vous avez mis en place toujours, et qui s'appelle donc la critique par anticipation. Et là, encore une fois, il y a une trilogie que vous avez constituée, puisque vous avez aussi une forme de d'écriture et de constitution de votre œuvre qui est extrêmement contrainte, et avec des trilogies qui se répondent les unes par rapport aux autres. Et donc, cette critique d'anticipation est constituée de Demain est écrit, Le plagiat par anticipation, et Le Titanic fera naufrage. Donc ce sont trois œuvres là aussi extrêmement étonnantes, puisque vous démontrez de façon assez cohérente, et on peut adhérer à votre projet, que on est obligé de penser la temporalité autrement que la temporalité à laquelle nous sommes habitués. D'habitude, on pense en passé, présent, futur, et là, tout d'un coup, vous nous obligez à penser des événements qui nous viendraient du futur et qui auraient des influences sur le présent, avec la nécessité comme ça de penser des nouvelles formes temporelles, comme le futur advenu, ou des choses comme ça. Donc là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est cette nécessité de repenser la dynamique temporelle. Donc, je vais vous passer la parole. Il y a eu un des éléments qui m'avait particulièrement intéressé et qui nous intéresse par rapport à notre culture, c'est ce que vous avez fait par rapport à Sophocle, et où vous montrez effectivement que Sophocle est un plagiaire par anticipation, non seulement de Voltaire, de Freud, mais également de Conan Doyle. Voilà. Et dans Demain est écrit, il y a aussi quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est ce que vous faites de la lecture de l'œuvre d'Oscar Wilde, et de montrer comment Oscar Wilde semble anticiper dans son écriture ce qui va lui advenir. Bon, ça aussi c'est tout à fait saisissant, ce qui vous amène aussi à la proposition extrêmement provocatrice et stimulante de dire que les biographies devraient être enfin écrites par la fin. On devrait commencer par la fin et arriver au début, ce qui serait bien sûr, dans le cas d'Oscar Wilde, beaucoup plus efficace et convaincant. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, il y a 3 ouvrages, donc c'est une autre trilogie qui concerne la critique d'anticipation, avec 3 projets différents, le point commun étant le recours implicite à des modèles de science-fiction, comme par exemple ceux que l'on peut puiser dans l'œuvre du romancier américain Philip K. Dick, et donc l'idée dominante qu'il arrive parfois au futur de précéder le présent. Alors, le premier exemple, le livre qui s'appelle Demain est écrit, dans lequel je montre qu'il arrive aux écrivains et aux artistes, sans s'en rendre compte, de décrire non pas des événements qui leur sont déjà arrivés, mais des événements qui vont leur arriver. Rencontres sentimentales, maladies, les conditions de leur propre mort, etc. Bon, il y a 13 exemples, j'en ai accumulé d'autres depuis, et des écrivains et des artistes m'en ont communiqué d'autres. Donc, prémonition par l'écriture ou par l'art d'événements qui ne sont pas encore survenus.
Je passe à l'ouvrage numéro 3 parce qu'il fait symétrie comme un Porsche par rapport à l'ouvrage numéro 2. L'ouvrage numéro 3 qui est sorti cette année s'appelle donc Le Titanic fera naufrage. Et cette fois, ce sont les prédictions involontaires par des écrivains et des artistes de catastrophes collectives et non pas d'événements individuels. Exemple, un romancier américain qui s'appelle Morgan Robertson raconte le naufrage du Titanic 14 années avant le naufrage, dans un roman qui date de 1898. Le naufrage aura lieu en 1912. Il appelle son bateau le Titan, et le Titan donc, traverse l'Atlantique. C'est le plus beau bateau qu'on ait jamais construit. Il est similaire au Titanic en tout point, même nombre de cheminées, même type de moteur, même nombre de cloisons étanches, etc. Et il croise un iceberg et la moitié des passagers périssent par manque de canaux de sauvetage. Le livre est écrit 14 années avant. Et donc j'ai accumulé les prédictions collectives et non individuelles, contrairement à ce qui se passe dans Demain est écrit, avec une différence majeure, c'est que ne peut pas jouer dans l'élucidation de ces catastrophes collectives ce que l'on appelle la prophétie autoréalisatrice. La prophétie autoréalisatrice est une explication possible des prémonitions individuelles. Si je fais un roman où je décris ma rencontre avec une jolie rousse ou un beau blond, et que 2 ans après je tombe amoureux d'une jolie rousse ou d'un beau blond, eh bien on aura beau jeu de me dire oui, enfin c'est un peu facile, vous rêviez de rencontrer cette jolie rousse ou ce beau blond, vous l'avez raconté, ensuite vous réalisez la rencontre, c'est vous-même qui avez influé sur l'événement qui vous est arrivé. Cette prophétie autoréalisatrice ne peut pas jouer dans le rôle des catastrophes collectives. Je crois que, sauf erreur, dans les 15 catastrophes que j'étudie, il n'y avait aucune possibilité pour ceux qui les ont racontées d'intervenir ou de les déclencher. Donc ça veut dire que les prémonitions de catastrophes collectives obéissent à d'autres règles épistémologiques que les prédictions d'événements individuels. Et entre les deux, donc entre Demain est écrit, événement individuel, et le Titanic fera naufrage, catastrophe collective, il y a l'ouvrage qui s'appelle Le plagiat par anticipation, où cette fois j'étudie comment il arrive à des écrivains ou des artistes de plagier non pas des écrivains ou des artistes antérieurs, mais des créateurs postérieurs. Je montre par exemple comment Fra Angelico, le peintre florentin, s'est inspiré dans des parties de son œuvre qui relèvent du dripping de la méthode de Jackson Pollock. Ou bien comment Diproi de Sophocle s'inspire clairement du roman policier d'énigmes. Alors, comment désigner ces plagiats par anticipation? Un élément essentiel, c'est ce que j'appelle la dissonance. Ces œuvres font tache dans leur époque. Elles ne ressemblent à rien d'autre de ce qui se fait à l'époque. Elles n'ont pas d'antécédence, elles n'ont pas de postériorité. Elles arrivent là comme une sorte d'aérolite qui est tombée du ciel. Comme si tout à coup, l'auteur avait eu l'intuition de quelque chose qui se ferait bien plus tard, et sans l'admettre lui-même, et sans accepter cette inspiration, avait puisé dans des idées postérieures. Donc ça, c'est le deuxième volume, le plagiat par anticipation, qui suit celui sur les prémonitions individuelles et qui précède celui sur les catastrophes collectives. Dans les 3 cas, il y a le même principe, cette idée que notre représentation du temps, avec le passé qui précéderait le présent, lequel antécéderait l'avenir, est insuffisante à expliquer certains phénomènes, et en particulier certains phénomènes littéraires et artistiques, comme si pour les expliquer, il fallait en passer par des dispositifs de science-fiction. Alors justement, comme vous êtes très cohérent dans votre démarche, vous essayez effectivement quand même d'apporter des explications à ce que vous constatez, c'est-à-dire que vous ne constatez pas de constater ces effets d'avant-coup, si j'ose dire, mais vous essayez de donner des modèles qui permettaient de rendre compte, et vous prenez les explications les plus fantaisistes jusqu'aux explications les plus étayées scientifiquement. Donc est-ce que vous pourriez comme ça nous montrer un petit peu comment vous pensez les modèles théoriques qui sous-tendent ces effets d'avant-coup pour vous? Alors, j'essaie de garder à ces livres, en particulier à la trilogie sur l'anticipation, leur part d'énigme, c'est-à-dire de ne pas trancher dans un sens ou dans l'autre. Et donc, à chaque fois, je donne
plusieurs explications possibles. Dans le cas des prémonitions individuelles, comme je vous le disais, il y a l'explication par la prophétie autoréalisatrice, consisterait à penser que sans s'en rendre compte, l'écrivain ou l'artiste a incurvé son destin personnel dans le sens de ce qu'il avait écrit ou créé et qui contenait déjà des lignes de fracture virtuelle. Mais d'autres explications sont possibles. Il y a l'explication rationnelle qui est celle de la coïncidence. Après tout, ce serait une coïncidence si Morgan Robertson, ce romancier américain, auteur du livre sur le Titan, avait 14 années avant décrit un navire proche en tout point et portant le même nom. À la coïncidence, si on est un esprit rationnel, on peut ajouter ce que les cognitivistes appellent le biais de confirmation, c'est-à-dire notre souci, lorsque nous interceptons les phénomènes du monde, de privilégier ce qui va dans le sens de ce que nous croyons, en laissant de côté ce qui va en sens contraire. C'est une critique qui a été faite souvent aux rêves prémonitoires. Les gens qui ont des rêves prémonitoires citent les rêves qui se sont concrétisés ensuite dans la journée ou dans les journées qui ont suivi et laissent de compter les innombrables rêves qui ne se sont pas concrétisés. Alors ça, ce sont des explications rationnelles. Puis vous avez des explications plus irrationnelles ou, je serais tenté de dire, encore irrationnelles avant de devenir rationnelles. Et je me réfère de plus en plus à une théorie physique qui me permet d'espérer ancrer la critique interventionniste dans le champ des sciences dures, hein, et de quitter la 9e section, ou la, je ne sais pas quelle est la section en psychologie. La 16e. La 16e, pour rejoindre les sections du CNU. Pour créer une section, sciences dures. Une section spécifique. Voilà. Et donc je me réfère de plus en plus à la théorie des univers parallèles, qui a la particularité de paraître fantaisiste, mais de ne pas l'être nécessairement. Vous savez, dans cette théorie, tous les événements qui ne se sont pas réalisés dans les innombrables bifurcations de nos existences individuelles et collectives se réalisent dans des univers parallèles. C'est-à-dire que Jean-Michel et moi, et vous tous qui êtes ici, ne sommes pas seulement dans cet amphi 61. Dans le même temps, nous sommes dans des milliards d'autres mondes en train de nous livrer à des milliards d'autres activités. Alors, je vous disais, c'est une théorie qui paraît irrationnelle, mais si vous interrogez les physiciens issus de la physique quantique, ils vous diront qu'elle est possible. Elle est pour le moment impossible à démontrer, mais elle est possible, ce qui est énorme. Ce qui est énorme si vous considérez que les modèles scientifiques à partir desquels nous fonctionnons, par exemple dans le champ de la psychanalyse, n'ont absolument aucun espoir d'être un jour validés. Aucun psychanalyste, même souhaitant avoir une concrétisation matérielle, n'espère un jour, en ouvrant un crâne humain, trouver un surmoi, un moi ou un ça. Autrement dit, des modèles qui sont des modèles complètement poétiques sont très utiles pour comprendre le réel. Personnellement, je trouve que la deuxième topique de Freud est féconde et me permet de comprendre une multitude de phénomènes. Mais la théorie des univers parallèles a un véritable fondement scientifique. Elle sera peut-être un jour prouvée et donc s'y référer comme je le fais permet d'expliquer une multitude de phénomènes comme ces phénomènes étranges qui sont les phénomènes de prémonition. Car si vous vous fiez à la théorie des univers parallèles, ces événements de nos vies individuelles ou collectives qui devraient figurer dans le futur se sont peut-être réalisés déjà, auquel cas les écrivains et les artistes n'annoncent pas le futur. Ils se contentent de décrire, de par leur sensibilité particulière, ce qui est advenu dans un univers parallèle proche. Donc voilà un éventail, vous voyez, d'hypothèses entre lesquelles je fonctionne, avec des préférences. Je dois dire que pour moi, le socle de la critique interventionniste, qui m'a conduit à exclure toute une série de personnes qui refusaient ce socle, c'est la théorie des univers parallèles. Et nul ne peut se dire critique interventionniste s'il n'admet la théorie des univers parallèles, qui est l'alpha et l'oméga de cette critique. Je vais peut-être garder le micro parce qu'il n'y en a qu'un et je me rends compte que quand Jean-Michel parle, je ne peux pas intervenir. Donc je vais garder le micro et il suffira à Jean-Michel de parler un peu plus fort. Alors quelle est la question suivante? Non, c'est bon, je parle plus.
Alors, il y a un troisième... Non, on va pas t'entendre, ça va pas aller pour... Il y a un troisième type de critique que j'ai trouvé aussi extraordinairement intéressant qui est la critique en fait d'amélioration, qui est bien sûr une critique... C'est pas la critique en fait d'amélioration, c'est la critique d'amélioration, oui. Elle n'est pas en fait, hein. Ah oui, c'est la critique d'amélioration, pardon. Donc, qui débute avec ce travail sur Proust et la digression, où vous vous interrogez sur comment on pourrait en fait réduire l'œuvre proustienne à des dimensions un peu commercialement acceptables et qui permettent à l'œuvre de Proust d'être enfin lue dans des conditions correctes. Donc il faudrait supprimer, dites-vous, toutes les digressions, et ce qui vous permet de vous interroger sur ce que c'est qu'une digression. Et puis on a comment améliorer les œuvres ratées, et qui est une question bien sûr essentielle, et une troisième question qui moi m'a vraiment passionné, qui est et si les œuvres changeaient d'auteur. Voilà, ça aussi c'est une... là on est vraiment dans l'interventionnisme, puisque pour le coup vous allez vous amuser à faire glisser comme ça des œuvres d'un auteur à l'autre, et moi j'ai trouvé que votre proposition par exemple de faire du cri une des œuvres picturales de Robert Schumann est effectivement une espèce d'évidence sur laquelle je ne peux plus revenir aujourd'hui. Merci. Alors, contrairement aux deux autres critiques, la critique policière et la critique d'anticipation, qui je crois sont assez largement nouvelles, la critique d'amélioration est ancienne. Dès l'Antiquité, les écrivains se sont amusés à reprendre des textes pour les réécrire, les transformer, les raccourcir, les modifier, à commencer par l'Iliade et l'Odyssée, qui dès les siècles antérieurs à Jésus-Christ ont connu des variantes. Donc ça s'inscrit, cette critique, dans une large tradition de la réécriture. Alors ce qui est plus original, effectivement, c'est peut-être le troisième volume de cette trilogie, qui s'appelle « Et si les œuvres changeaient d'auteur », où là, je n'essaie pas d'améliorer l'œuvre, mais j'essaie d'améliorer l'auteur. Et en particulier en proposant des réattributions. Ce qui est, vous le savez, assez courant en peinture, hein, et avec des conséquences d'ailleurs qui sont considérables sur le plan financier. C'est évident que si une œuvre était de Rembrandt, est considérée comme étant de Rembrandt alors qu'elle était attribuée à l'atelier de Rembrandt, eh bien, sa valeur change instantanément. Il y a tout un débat actuellement à propos d'une œuvre du Caravage, par exemple, dont on n'arrive pas à savoir si elle est de l'atelier de Caravage ou du Caravage lui-même, avec les différences financières que vous pouvez imaginer. Alors, en littérature, c'est aussi le cas. Hein. Je pense par exemple à Louise Labbé, célèbre poétesse du XVIe siècle, dont on commence à se demander si elle a jamais existé, puisque d'après une spécialiste du XVIe siècle, en fait c'est un groupe d'écrivains masculins de Lyon qui ont inventé ce nom de Louise Labbé. Alors, je m'inscris là aussi dans une tradition historique, simplement ça n'avait pas été fait sur le plan critique, sur le plan de la critique de création, et c'est intéressant de créer des erreurs. Parce qu'on se rend compte que si on attribue l'œuvre à un autre auteur, on la lit de manière complètement différente. Et c'est ce qui se passe aussi dans un musée. Si quelquefois, vous savez, on passe à toute vitesse devant des toiles, puis on voit une toile à laquelle on ne prête pas grande attention, et au dernier moment, on se rend compte que c'était une œuvre de tel grand maître, on retourne vers la toile et on se dit que finalement, elle est tout à fait remarquable. Et j'avais été très frappé par une lecture qu'avait faite de L'étranger de Camus, la tradition la plus courante, un collègue de l'université de Sarajevo, Nikola Kovač, un ami très cher disparu depuis, et qui lisait L'étranger de Camus comme une œuvre sur le pouvoir politique et sur l'incapacité de la justice à entendre le message de Meursault, qui, vous savez, est traîné devant un tribunal à la fin. Tribunal devant lequel il n'arrive pas à s'expliquer. Et je me suis rendu compte que ce collègue qui avait vécu sous la dictature lisait L'étranger de Camus comme un roman de Kafka. Et il avait parfaitement le droit. C'est pas du tout ma lecture, qui suis né dans une démocratie,
relative mais tout de même démocratique, et qui suis formé à la psychanalyse, je vois dans Meursault un personnage plus ou moins schizoïde. En tout cas, j'y vois l'histoire de quelqu'un qui a des difficultés à communiquer avec les autres. J'y vois pas un personnage poursuivi, persécuté par le pouvoir politique. Mais sa lecture était-elle moins juste que la mienne? Pas du tout. Simplement, il lisait le livre à partir de son histoire individuelle et collective, et avec autant de justesse, mais de manière très différente. Et d'ailleurs, dans ce livre, et si les œuvres changeaient d'auteur, je me suis amusé à réattribuer L'étranger de Camus à Kafka, et le livre apparaît de manière différente. Alors j'ai fait d'autres réattributions. Par exemple, j'ai réattribué Autant en emporte le vent à Tolstoï. Et quand on réattribue Autant en emporte le vent à Tolstoï, eh bien, d'abord on explique le caractère de Scarlett, qui est manifestement un caractère slave et pas du tout un caractère américain. Puis on voit aussi tout le poids de la terreur devant la femme, qui est celle de Tolstoï, qui apparaît dans d'autres de ses œuvres, comme la sonate à Kreutzer. Et donc il y a toute une dimension d'Autant en emporte le vent qui surgit quand on décide d'y voir une œuvre de Tolstoï, d'y voir une transposition de cet événement historique qui avait beaucoup marqué Tolstoï, à savoir l'invasion de son pays par l'armée napoléonienne. J'ai aussi proposé de réattribuer le cuirassé Potemkin à Hitchcock, et quand on réattribue le cuirassé Potemkin à Hitchcock, on prête attention à des scènes. Pensez à l'escalier d'Odessa, avec ce landau qui dévale l'escalier, et dont on ne sait s'il va s'écraser ou pas. Toute une série de scènes sont des scènes de suspense. Mais on ne les voit pas comme des scènes de suspense si on considère, à tort, dans ma perspective, que c'est un film d'Eisenstein. Parce qu'on est sensible à tout ce qui est ode au collectif, à la conscience collective, à la naissance de l'intelligence collective, et on n'est pas sensible à ce qui relève de l'angoisse individuelle. Alors cette angoisse individuelle, elle apparaît dans certains moments du cuirassé Potemkin, à condition de l'attribuer à Hitchcock. Et puis vous citiez fort justement cette réattribution du cri, cette célèbre toile à Schumann, et ce qui montre bien comment Schumann n'est pas seulement l'auteur de mélodies qui paraissent assez tranquilles, mais était aussi poursuivi par des hallucinations qui l'ont conduit d'ailleurs à se jeter dans le Rhin, et ces hallucinations, il les a transposées dans la toile Le Cri. Donc vous voyez, l'œuvre reste la même, comme je disais tout à l'heure dans la critique policière, le texte reste le même, l'œuvre reste la même, et pourtant elle devient différente si on introduit une petite erreur, qui est l'erreur portant sur le nom de son créateur. Ouais. Mais j'avais été moi-même, je serai bref, j'avais été moi-même très marqué par cette idée effectivement d'articuler Schumann avec donc les hallucinations, les voix qui le hantaient, et cette représentation de la voix avec cette bouche ouverte pour l'éternité. Et ça, je trouvais effectivement qu'il y avait un rapport là tout à fait saisissant. Il y a encore deux chantiers qui ne sont pas encore terminés, puisque pour l'instant il n'y a que 2 ouvrages, donc on peut imaginer qu'il va y en avoir un 3e qui va arriver. Donc le premier chantier, c'est la critique d'incompétence, qu'on essaye de pratiquer régulièrement à l'université. Donc c'est comment parler des livres que l'on n'a pas lus, et comment parler des lieux où nous n'avons pas été. Voilà. Donc je vous laisse la parole tout de suite. Déjà pour donner et pour dire que le titre est trompeur, c'est-à-dire que votre livre ne permet pas de parler des livres qu'on n'a pas lus, mais que c'est une autre réflexion que vous ouvrez à cette question-là. Oui. Alors, en effet, donc ça c'est un 4e cycle, après la critique policière, la critique d'anticipation, la critique d'amélioration, un cycle que j'ai temporairement dénommé la critique d'incompétence, qui comprend 2 livres, comment parler des livres qu'on n'a pas lus et comment parler des lieux où on n'a pas été, où j'essaye d'analyser ces innombrables conversations que nous avons sur des sujets que nous connaissons mal. Et je me suis rendu compte que très souvent, par exemple, nous parlons de livres que nous avons peut-être lus, mais dont nous n'avons que des souvenirs partiels et insuffisants. Personnellement, j'ai une très mauvaise mémoire, et donc j'oublie très vite les livres que je lis, et je me retrouve dans des conversations où je parle en fait de livres fantasmatiques, ou de ce que j'ai appelé des livres écrans,
sur le modèle de cette notion freudienne de le souvenir écran. C'est d'ailleurs assez facile de faire l'expérience de ces fausses œuvres littéraires ou artistiques que nous constituons avec notre mémoire et nos fantasmes à propos de souvenirs cinématographiques. Pensez à un film qui vous a particulièrement marqué, par exemple dans votre enfance, et retournez le voir et vous verrez que les scènes qui vous ont particulièrement marqué soit ne correspondent pas du tout aux souvenirs que vous en avez, soit sont même inventés. Parce que parler d'un livre ou d'un film ou d'autres objets, c'est les recouvrir de toute une patine fantasmatique qui fait que ce ne sont plus des objets réels mais des objets fantasmatiques. Donc ce sont ces moments de conversation que j'ai essayé de mettre en scène dans ces deux séries, en montrant comment, même avec la meilleure volonté du monde, on parlait souvent d'objets sur lesquels nous n'avons que peu de prise, parce qu'ils sont recouverts par notre inconscient. Alors, dans la série des comment, même si c'est pas totalement de la critique d'incompétence, mais en fouillant un tout petit peu, j'ai trouvé un texte que vous avez écrit et qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle « Comment rendre un texte incompréhensible », où vous analysez de façon tout à fait saisissante le texte de 1971 de Lacan, qui s'appelle « Littérature ». Voilà. Et donc, vous montrez comment Lacan travaille de façon très précise et conséquente à rendre ce texte incompréhensible. Et vous arrivez même à la fin, un peu perfidement, mais de façon tout à fait justifiée, à dire pourquoi Lacan rend son texte incompréhensible. Donc j'aimerais beaucoup que vous puissiez, comme ça, nous parler un petit peu de cette expérience du rapport avec le texte de Lacan, Littérature, et de cette hypothèse du comment rendre un texte incompréhensible. Oui, donc c'est un article que j'avais fait, que vous pourrez lire sur le site de théorie littéraire Fabula, et qui relève en fait de la critique d'amélioration, et où je me penche sur la question de ces textes théoriques extrêmement complexes et auxquels personnellement je ne comprends rien. Et je dois dire que les derniers textes de Lacan me semblent absolument fascinants, car je me demande vraiment qui peut les comprendre. Et donc j'ai pris ce texte qui, pour moi, demeure d'une obscurité complète. C'est cet article qui se trouve dans le numéro de la revue Littérature, numéro 3, qui s'appelle Littérature. Et j'ai pris le parti de me dire que Lacan avait cherché à ne pas se faire comprendre. Je crois que je relève 6 techniques différentes pour compliquer un texte de manière à le rendre incompréhensible. Avec cette idée qu'il serait faux de penser que les gens cherchent nécessairement à se faire comprendre. Je ne suis pas convaincu, en écoutant les gens dans la conversation, ou en écoutant des patients, que les gens cherchent nécessairement à se faire comprendre. Et je pense qu'il y a des situations de la vie où nous cherchons au contraire à ne pas nous faire comprendre, voire à ennuyer l'autre, ou à le perdre dans sa pensée. Il y a des pages d'Octave Manoni, le psychanalyste, sur ces questions-là, où il raconte comment il fait la gueule certaines fois quand il voit arriver certains patients, parce qu'il sait qu'ils vont l'ennuyer volontairement par ce qu'il raconte. Et j'ai l'impression, moi, au-delà du dernier Lacan, que certains théoriciens inconsciemment cherchent à ennuyer le lecteur, voire cherchent à le dérouter psychologiquement, à le rendre fou par la complexité de ce qu'ils écrivent. Donc c'est ce que j'avais essayé de faire avec ce texte, de même que j'avais fait un autre texte qui s'appelait « Comment ennuyer le lecteur », justement, à propos d'Obermann de Sénancourt. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte d'un pré-romantique, Sénancourt, qui m'a toujours semblé un monument d'ennui. Et donc j'avais de la même manière essayé de repérer les techniques employées par Sénancourt inconsciemment pour plonger son lecteur dans l'ennui. Merci. Et donc après le dernier chantier que vous avez dessiné, donc c'est ce que vous appelez la critique de dédoublement.
Donc là encore une fois, il nous manque un volume qui va sans doute arriver. Et donc les deux premiers volumes, c'est Aurais-je été résistant bourreau et Aurais-je sauvé Geneviève d'Ixmer. Donc effectivement, il y a deux volumes de cette autre trilogie. Le principe de cette série commence par Aurais-je, c'est de pratiquer ce que les philosophes appellent une expérience de pensée, donc de me mettre fictionnellement dans la situation de quelqu'un d'autre et d'essayer de réfléchir pour savoir comment je me serais comporté. Alors, le premier volume qui est apparu en 2013 s'appelle Aurais-je été résistant bourreau, et j'imagine que je suis né à la date de naissance de mon père, donc en 1922, et que j'ai 18 ans en 1940 lorsque la guerre se déclenche. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce que je fais à ce moment-là? On est en 18 ans en 40. Est-ce que je réagis ou est-ce que je reste inactif? La question d'ailleurs du titre, qui est un peu provocante, se modifie assez vite au bout d'un chapitre, puisque je regarde ma famille, comment ils se sont comportés, le milieu social où je suis, le milieu de mes camarades universitaires, et j'en arrive assez vite à la conclusion que je n'aurais pas été collaborateur, parce que personne ne l'est dans ma famille, parce que personne ne l'est dans le milieu où je suis, celui des classes préparatoires aux grandes écoles puis de l'école normale supérieure. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais fait exception. Et donc la question se déplace très vite dans le livre et devient, sachant que comme tous les jeunes intellectuels de ma génération, j'aurais été hostile au régime de Vichy, est-ce que j'aurais eu le courage de passer de l'opposition abstraite à une opposition concrète? Est-ce que j'aurais eu le courage de m'engager physiquement et non pas simplement d'être hostile par la pensée? Et donc c'est la question à laquelle je réponds dans le livre, en mettant en scène un certain nombre de documents, des textes littéraires, des témoignages de personnes qui se sont engagées, des travaux scientifiques, parce qu'il y a des travaux scientifiques sur l'engagement, aussi bien des résistants que des justes. Et donc j'utilise tout ce matériel pour construire une hypothèse qui évidemment est extrêmement faible et vacillante, parce que personne ne peut savoir, mais je donne une réponse quand même assez claire dans le dernier chapitre à ce que j'aurais probablement fait. L'intérêt étant pour moi le cheminement intellectuel et l'étude de ces cas de résistance, et non pas une solution qui de toute façon est indémontrable. Donc c'est une expérience de pensée que j'ai refaite ensuite en me propulsant plus loin dans le temps. Le troisième volume me conduira encore plus loin, et cette fois sous la Révolution française, dans l'ouvrage qui s'appelle « Aurais-je sauvé Geneviève d'Ixmer » qui est apparu en 2015. Alors cette fois je débarque en 1793, très précisément le 10 mars 1793, au moment du début de la Terreur, et à cette plongée dans le temps, comme Retour vers le futur, j'ajoute un autre procédé qu'on appelle en littérature la métalepse, qui consiste à entrer dans un livre. Et ce livre, c'est un livre d'Alexandre Dumas, qui s'appelle Le Chevalier de Maison Rouge, et donc j'entre dans le livre et je prends la place du personnage principal, qui s'appelle Maurice Lindé, et qui est un républicain fervent, qui tombe amoureux d'une belle royaliste. Une royaliste qui en plus est en train de comploter pour faire évader la reine du temple puis de la conciergerie. Alors Maurice Lindé chez Dumas hésite donc entre ses idéaux politiques et l'amour qu'il a pour Geneviève d'Ixmer. Moi je prends la place de Maurice Lindé dans ce deuxième livre et je me pose les mêmes questions que lui. Est-ce que j'aurais trahi mon idéal républicain? Et il se trouve que je suis un fervent républicain. Mais est-ce que j'aurais été jusqu'à défendre mon idéal républicain en dénonçant cette jeune royaliste? Ou est-ce que au contraire, j'aurais trahi cet idéal pour rester avec elle? Ce qui me conduit à des questions qui concernent la philosophie morale, puisque ce type de débat a été étudié en philosophie morale avec de grandes écoles comme l'école des déontologistes qui privilégie le respect des principes, à l'école conséquentialiste qui ne se contente pas de regarder les principes mais qui regarde les conséquences. Donc cette expérience de pensée
comme celle que j'avais faite pendant la Deuxième Guerre mondiale, me permet de poser des problèmes qui sont à la fois éthiques et politiques sur la manière de nous comporter aujourd'hui, problèmes qui sont transposables dans le monde contemporain. Les mêmes questions se posent, même si elles ne sont pas posées exactement dans les termes où les pose Alexandre Dumas. Merci. Donc là, en fait, on a parcouru un petit peu les différentes parties du continent que vous êtes en train de dessiner. Il y a un ouvrage dont nous n'avons pas parlé, qui a une place un peu à part, et qui est un ouvrage tout à fait passionnant, qui s'appelle « Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?» Alors, on entend bien déjà dans la question le retournement d'une question habituelle, hein, qui est est-ce qu'on a le droit d'appliquer la psychanalyse à la littérature, la question de la psychanalyse appliquée, de ses conditions, de ce qui est autorisé ou pas. Et vous, donc, dans cette collection qui s'appelle Paradoxe, on croirait que le titre a été choisi pour votre œuvre. Hein. C'est le cas. C'est le cas, bon d'accord. Voilà, donc ça ne m'étonne pas. Et donc, vous retournez la question et vous dites, peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse? Donc, du coup, ça crée tout un tas d'enchaînements de questions qui sont tout à fait... qui, moi, m'ont paru passionnantes. Je vous laisserai les déployer. Mais j'aimerais arriver à la conclusion que vous faites... Je saute directement et vous nous donnez la réponse, non, en fait, la psychanalyse, enfin la littérature ne peut s'appliquer à la littérature. Et vous donnez tout un certain nombre de raisons là-dessus. Et vous arrivez à une troisième solution qui, moi, m'a paru extrêmement intéressante et sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu, si vous le voulez bien. Alors, je me permets de vous citer un tout petit peu longuement, mais je crois que ça vaut la peine. Et vous nous dites, il existe enfin une troisième solution qui a de loin notre préférence, à savoir la ligne dure. Elle revient à tenir bon dans l'adversité et à se dire, une fois pour toutes, qu'il est vain d'espérer convaincre qui que ce soit de l'intérêt de notre méthode. Une telle attitude confinée à la solitude paranoïaque n'est pas dépourvue d'intérêt et peut même être fondée épistémologiquement. Mais elle implique de modifier préalablement l'idée même de méthode en lui ôtant tout caractère transmissible. Faire de la littérature appliquée une démarche personnelle n'est jamais que tirer les conséquences de ce qui se remarque chez beaucoup de critiques, à savoir le caractère intransmissible ou en tout cas non reproductible de leur pratique. Or, de nombreux problèmes disparaissent dès qu'on se libère du souci de la transmission et que l'on fait de la méthode non pas quelque chose que l'on cherche à enseigner, mais tout le contraire, c'est-à-dire que l'on cherche à tout prix à pratiquer seul. Non seulement il n'est plus nécessaire alors d'argumenter inlassablement, de forcer les exemples à se plier à la théorie, ou de combler les failles sans cesse renaissantes en inventant à mesure de multiples concepts, mais la rencontre même avec les textes se trouve modifiée en profondeur dès lors qu'elle est déliée de tout souci de convaincre et que la lecture n'est plus le fait d'un nous, mais d'un jeu. C'est une profession de foi en fait. Et donc, c'est cette positionnement, ce qui est quasiment, je dirais, un positionnement épistémologique que vous soutenez là, que j'aimerais peut-être que vous déployiez un tout petit peu à partir de cet ouvrage, si vous voulez bien. Alors, donc c'est un livre qui s'appelle « Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?» Je disais en commençant que je me situais dans le cadre de rapports au texte qui sont anti-herméneutiques, ou en tout cas qui essayent d'éviter l'herméneutique, c'est-à-dire une lecture des textes à la recherche d'un sens inconscient. Et j'avais proposé donc, dans ce livre, qui a été précédé de deux autres livres, hein, c'est aussi une trilogie, un livre sur Laclos et un livre sur Maupassant, une méthode inverse de ce qui se pratique souvent chez les Freudiens, qui est la psychanalyse appliquée à la littérature. Dans la psychanalyse appliquée à la littérature, telle qu'on la trouve communément chez les psychanalystes, le but est de rechercher des significations inconscientes dans le texte, soit que le texte soit pris de manière autonome, soit qu'il soit relié à la vie du créateur. Dans la littérature appliquée à la psychanalyse, le mécanisme est inverse, puisqu'il va s'agir de revenir au geste freudien initial, consistant à essayer de trouver dans la littérature de nouveaux modèles psychologiques.
Alors ça marche plus ou moins, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, mais par exemple dans Maupassant, j'ai posé la question de savoir ce qui se passait si on réfléchissait à partir des termes mêmes qu'emploie Maupassant pour décrire la folie. L'autre, lui, avec un point d'interrogation, le hors-là, etc. Il y a toute une batterie de termes chez Maupassant qui permettent de décrire l'expérience psychique et donc d'essayer de construire une autre théorie. L'idée, c'est que les textes littéraires, certains en tout cas, parce que c'est variable suivant les époques, certains comportent ce que j'appelle une pré-théorie, c'est-à-dire des éléments fragmentaires de théorie qui n'ont pas été poussés jusqu'à former une théorie proprement dite, mais qu'il est possible de compléter pour créer une théorie. Si vous voulez, je vais prendre l'exemple du livre prochain, donc qui va sortir, et qui s'appelle L'énigme Tolstoïevski. Tolstoïevski, le grand écrivain russe, qui, vous savez, a une œuvre majeure et complexe, puisque il est à la fois l'auteur d'ouvrages comme Guerre et Paix et Crime et Châtiment, sans que personne jusqu'à présent ne se soit posé la question de savoir comment le même auteur avait pu écrire des livres aussi différents. Eh bien, cet ouvrage sur Léon Fyodor Tolstoïevski me sert de base pour reprendre une théorie qui a pris naissance en France et qui ensuite est partie aux États-Unis, supplantée par la psychanalyse, et qui m'intéresse, qui est la théorie des personnalités multiples. Et c'est une théorie qu'on rencontre en France à la fin du XIXe siècle, qui intéresse des gens comme Janet, d'autres psychiatres moins connus, et qui ensuite part aux États-Unis où elle va faire Flores dans les années 80-90, au point de rentrer dans le DSM. Je ne sais plus si c'est le DSM 3 ou 4, c'est-à-dire le manuel officiel de psychiatrie américain, qui est vilipendé en France, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est une collection absurde de symptômes. Donc les Américains vont accepter cette théorie des personnalités multiples, dont vous avez certainement vu des exemplifications au cinéma. Psychose de Hitchcock, l'adaptation d'un roman qui est fondé sur les personnalités multiples. Il y a un film qui est sorti cette année, Split, avec un personnage qui a 24 personnalités. Et c'est inspiré en fait d'un exemple fameux, celui de Billy Milligan, qui avait 24 personnalités. Et cette théorie va être utilisée aux États-Unis, en particulier pour rendre compte des criminels en série. Et puis il va y avoir des abus, parce qu'évidemment les avocats vont se précipiter sur cette théorie pour conduire à des acquittements, parce qu'il y a des personnes accusées de viol ou de meurtre qui vont dire « mais c'est pas moi, c'est machin, l'un de mes occupants, il n'y a aucune raison, il n'y a pas plus de raison que je paye pour un tel qui habite en moi que je ne paye pour le voisin ». Et ils vont réussir, à partir de cette théorie, à obtenir des acquittements. Donc finalement, elle sera retirée du DSM, mais je trouve que c'est une théorie intéressante, parce qu'elle conduit à une autre manière de penser le psychisme. Et moi je la radicalise, c'est-à-dire je fais l'hypothèse que nous sommes tous des personnalités multiples, nous avons tous plusieurs personnalités, et non pas une personnalité découpée en instances, comme le pense Freud. Et ça, c'est une utilisation que je fais à partir de la littérature et de nombreux textes russes qui vraiment décrivent cela de la même manière que les spécialistes des personnalités multiples en France puis aux États-Unis. Alors voilà un exemple de littérature appliquée. C'est-à-dire, je pars de la littérature pour essayer de construire un autre modèle et pour essayer de montrer comment eh bien, il existe en fait, même s'il y a des modèles qui sont plus performants que d'autres, je continue à penser que le modèle freudien est plus performant que d'autres, il y a d'autres modèles possibles, et je crois que certains patients d'ailleurs nous incitent à construire d'autres modèles que les modèles traditionnels. Il y a une analyse étant d'ailleurs de conduire le patient à construire son propre modèle à partir de son originalité. Donc c'est ça la littérature appliquée à la psychanalyse, c'est une anti-herméneutique incitant à partir de ce que les œuvres nous proposent comme autre solution pour penser le psychisme. Mais ça implique aussi, et je pense que c'est le sens du passage que vous lisiez, mais que j'ai complètement oublié, ça implique évidemment une part majeure de subjectivité. Je crois que ce sont les prélèvements que nous faisons dans les textes qui peuvent nous permettre de construire des modèles alternatifs
à partir de la grande richesse créatrice des œuvres littéraires. Oui, alors, vous ne l'avez pas vraiment oublié, puisque vous avez quand même fini par répondre. Je crois que votre dernière phrase était tout à fait éclairante, c'est-à-dire que vous utilisez le terme de construction, et on sait très bien que c'est quand même un terme que Freud utilise à la fin de sa vie, construction en analyse. Et alors, est-ce que ça voudrait dire que vous mettriez plutôt l'accent du côté de la construction que de l'interprétation ? Est-ce que c'est ça en fait le travail aussi que pourrait ouvrir la critique interventionniste ? Vous faites référence à ce texte de Freud qui doit dater de 1938, je crois, et qui est un texte assez pessimiste, en fait, ou lucide, diront les adversaires de la psychanalyse. Bon, je serais tenté peut-être d'ajouter à interprétation ou construction auto-interprétation, auto-construction. Il y a cette formule de regretter François Roustan, que j'aimais beaucoup et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Il dit ceci à propos de l'analyse. Bon, il a finalement quitté la psychanalyse pour l'hypnose, mais je crois que ce qu'il disait est très juste. Il disait que le but d'une psychanalyse était pour le patient d'expérimenter l'incompréhension foncière de son psychanalyste. Alors ça paraît une boutade, mais je crois que c'est très juste, parce que ça veut dire de conduire le patient au point où il est lui-même capable de penser un modèle propre et original de ce qui lui est arrivé. Alors, ça ne conduit pas à retirer tous les autres modèles. Je crois que certains modèles sont structurants, et je continue à penser que le modèle freudien l'est, mais aller vers les œuvres littéraires avec l'idée qu'elles ont aussi leur propre modèle, qu'elles peuvent nous proposer des modèles originaux, c'est une démarche qui va dans le sens d'une psychanalyse ouverte, comme l'a pratiqué Freud avant qu'elle ne se referme sur des éléments dogmatiques. C'est pour ça que je rajouterai auto à ce que vous proposez. D'accord, très bien. Écoutez, puisqu'on a fait un petit peu là le tour, on va peut-être passer la parole au public. Sinon, j'ai aussi d'autres questions, mais je ne voudrais pas non plus monopoliser la séance. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez une limite dans votre critique ? Précisez un petit peu, peut-être. C'est-à-dire que, quand par exemple vous prenez un texte et que vous changez l'auteur, est-ce qu'il y a des textes pour lesquels vous mettez une limite et vous me dites que ça, c'est pas dans l'éthique faisable et intéressant, ou pas du tout? Exemple, la Bible, est-ce que vous allez nous dire que c'est quelqu'un d'autre, genre Platon qui l'a écrit, quoi? En ce qui concerne les textes religieux, dans les temps qui courent, ayant une famille, je pense que ce serait extrêmement prudent. Indépendamment de ça, il y a peu de limites, mais je voudrais rajouter quelque chose à la manière très précise et très juste dont Jean-Michel Vives a présenté mes livres. C'est que ces livres sont des fictions théoriques. Ce qui veut dire que ce qui est développé est mis au compte d'un narrateur. Et c'est très important parce que c'est une distinction majeure entre ce que je fais et ce que font la plupart des auteurs en sciences humaines. Dans la plupart des cas, j'en vois très peu qui ne relèveraient pas de cela, dans sciences humaines, l'auteur coïncide avec le narrateur. Ça veut dire que la personne qui dit « je » dans un texte de sciences humaines, c'est le narrateur, mais c'est aussi l'auteur. C'est pas le cas en littérature. Le jeu de Lolita de Nabokov, Humbert, qui est pédophile, n'est pas Nabokov. En littérature, il y a ce contrat qui veut que le narrateur soit un personnage et que ce ne soit pas l'auteur. Et c'est le cas dans mes livres. En cela, ils ont un côté plus littéraire que théorique. Ce qui veut dire que ces narrateurs sont tout de même, on peut limiter, ils sont quand même assez fous. Et je dirais qu'ils sont assez proches de la structure paranoïaque. Il en va de... C'est le cas par exemple du narrateur de la trilogie policière qui est absolument persuadé que l'auteur s'est trompé et qu'il y a un autre assassin qui rôde dans les pages. C'est le cas du narrateur de la série de la critique d'amélioration, qui
veut à tout prix rectifier les œuvres littéraires. C'est le cas du livre qui va sortir à l'automne, l'énigme Dostoïevski, où le narrateur commet une petite erreur de base quand il parle de Léon Fyodor Dostoïevski. Tout est vrai dans le texte, sauf cette petite erreur. C'est un narrateur qui s'est mal renseigné quand même sur la littérature russe. Donc il y a toujours cette fiction du narrateur qui fait que c'est un personnage qui parle. Alors de ce fait, les limites atteignent parfois au délire. Hein. Et ce qui veut dire que je ne suis pas toujours d'accord avec ce que raconte le narrateur. Parce qu'on est dans un domaine fictionnel. Et ce qui me met aussi dans une situation compliquée pour répondre aux interviews, par exemple, lorsque les lecteurs prennent le livre complètement au premier degré. Par exemple, à la fin de Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, je crois que je propose un enseignement systématique de la non-lecture à l'université. Eh bien, il y a eu des débats en Angleterre où le livre a très bien marché, dans des journaux très sérieux, pour savoir qu'est-ce qui se passerait dans le système scolaire anglais si on appliquait la méthode de Pierre Bayard et si l'on se mettait à enseigner la non-lecture. Mais ça, c'est le narrateur qui est parti complètement dans son délire, vous voyez. Donc, pour répondre à votre question, la limite, elle est très grande, puisque ce sont des narrateurs, quand même, très paranoïaques, par moments, plus que je le suis. Si je ne l'étais pas un peu, je ne pourrais pas le faire, mais je le suis, je pense, quand même un peu moins. Donc, la limite, elle est là. Narrateur aussi conspirationniste, hein, les ouvrages de la critique policière, comme le Titanic, sont quand même des ouvrages qui mettent en scène de l'intérieur, pour moi, le processus conspirationniste. En particulier par la méthode qui est à la base du conspirationnisme ou des différents négationnismes, qui est l'hyperpreuve ou l'hypercritique. C'est-à-dire on critique tout, hein, systématiquement. On remet tout en question. Hein, et ça, c'est la méthode qui permet de faire ces ouvrages de critique policière. Alors, donc c'est même dangereux, hein, mais c'est pour ça que je précise bien que ce sont des fictions. L'avantage, c'est que, même en se situant de ce point de vue paranoïaque, on voit des choses intéressantes et nouvelles dans les textes. Les invraisemblances majeures que j'ai trouvées dans les 3 ouvrages de critique policière, je ne les ai pas inventées. Hein. Mais évidemment, la manière systématique, rigide, dont ensuite je procède pour désigner un autre coupable, a quelque chose de paranoïaque. J'aimerais rebondir sur la question, parce qu'elle me paraît quand même intéressante. Malgré tout, il y a bien quelque chose qui fait limite dans cette construction. Alors, je me demandais si c'était la forme. C'est-à-dire que quand même, vous construisez une œuvre qui est extrêmement contrainte, c'est-à-dire ce système de trilogie. Une fois qu'on a un thème qui commence, les comment, ou la trilogie policière, on sait que s'il y en a un, il y en aura 2, il y en aura 3. Alors, est-ce que c'est ça, d'une certaine manière, qui permet effectivement aussi de faire qu'il y ait des limites, qu'il y ait des barrages? Est-ce que la forme participe de cela? Oui, il y a toute une série de contraintes, hein, dans ces livres que je me suis imposées. La forme est très, très rigide pour moi, c'est-à-dire je me donne toute une série de contraintes en nombre de parties, de paragraphes, etc. Il y a aussi une contrainte qui est de se tenir sur un fil entre le ludique et le théorique. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, il y a toujours une dimension fictionnelle, humoristique, mais il y a toujours une dimension théorique aussi. Sans que la limite entre les deux soit aisée à cerner. Hein. Par exemple, si je reprends Qui a tué Roger Ackroyd, le premier volume de la trilogie policière, c'est un livre où il y a aussi une réflexion sur le délire d'interprétation, puisque le narrateur accuse Hercule Poirot d'avoir construit un délire d'interprétation en accusant le docteur Shepard. Mais du coup, étant donné que c'est un livre sur le délire d'interprétation, le livre lui-même est suspect de tomber sous la même accusation. Vous voyez ? Donc on a des volumes qui ressemblent pour moi à des mobiles de Calder ou à ses œuvres d'Escher, vous savez, dont la structure elle-même est faite de telle manière que ça doit rester énigmatique. Et que si on en parle, on referme d'une certaine manière l'énigme. Je suis incapable de vous dire ce que je pense de la thèse de Demain est écrit, par exemple. Dans mes moments de lucidité rationnelle,
je dirais qu'il est absurde de penser que le futur influe sur le présent et que les écrivains racontent ce qui va leur arriver. C'est totalement idiot. Et puis à d'autres moments, je me dis que finalement, et puis il y a tellement d'exemples qui m'ont été donnés que je ne sais plus. Et ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des livres à propos desquels je puisse dire je ne sais plus. En ce sens, ce sont des livres qui imitent un peu le processus analytique. Vous savez que si vous avez fait une analyse, vous essayez de parler de vous, et puis voilà, vous dites ceci, et puis vous vous rendez compte que c'est pas ça. Et puis que c'est même l'inverse qui est vrai. Et puis non, que le contraire n'est pas faux non plus. Et vous avancez ainsi à l'infini sans arriver à trouver une formule qui convienne. C'est ça que j'essaye de mettre en forme dans mes livres, sans quoi ils sont polyphoniques. Alors que je trouve que les sciences humaines sont souvent monophoniques, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui dit « je », puis qui vous explique sa thèse, etc. Moi j'explique une thèse, mais je ne suis pas d'accord avec. Alors du coup, on obtient un dispositif qui est un dispositif beaucoup plus littéraire que théorique. Ouais. Frédéric ? Oui, c'est effectivement c'est plus littéraire que théorique, mais c'est pratique en même temps. C'est vraiment une pratique, et je pense que, comme vous venez de le dire, la pratique de la littérature et de l'écriture rejoint une certaine pratique analytique. Et j'aime beaucoup cette espèce de jeu que vous posez et que vous éclairez tout à coup entre le jeu du narrateur et le jeu de l'auteur, avec cette question qui a été posée, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller, mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même un minimum de jeu, de séparation entre les deux, qui est à la fois préservation de l'énigme, mais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est vraiment, et puis cette question, finalement, personne ne peut répondre, et puis en même temps, création. Et ça me rappelle certaines formes de dispositifs de colloque qu'on avait essayé de créer à Insistance. À une époque, ça se fait moins maintenant, c'est le petit mouvement analytique dans lequel certains colloques prenaient une forme particulière, dans lequel quand on prenait la parole, on ne prenait pas la parole en tant que je, analyste ou quoi, mais au nom d'un personnage. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. Au nom de personnages littéraires ou historiques ou mythologiques. Et donc, quand on écoutait quelqu'un parler, du coup, on ne savait pas. Là, c'était cette tension comme ça entre le jeu de l'auteur et le jeu du narrateur. On ne savait pas qui parlait vraiment. Est-ce que c'était l'analyste dont on a lu tous les bouquins, etc. ou est-ce que c'était le personnage au nom duquel il prend la parole? Et ça avait la valeur, justement, de libérer en même temps l'écoute. Et donc, dans l'échange de ces colloques-là, on n'était pas sous le poids d'un nom univoque, comme vous dites, ou monovoque, qui serait « Ah, ben c'est un tel qui a dit ça, donc il a forcément raison ». Puisqu'il y avait ce jeu entre l'analyste qui prend la parole et puis le personnage derrière lequel il prononce son exposé ou sa prise de parole. Oui, c'est tout à fait quelque chose de ce type que j'essaye de construire, ou plutôt qui s'est imposé à moi, puisque c'est un mode d'écriture qui s'est imposé à moi. Je crois que ça a commencé avec Maupassant juste avant Freud. Ça s'est vraiment concrétisé avec le livre sur Proust, avec ce narrateur qui affirme que Proust est trop long, et qui a tort, puis qui a raison. Enfin, je ne sais pas si c'est trop long ou pas. Vous voyez, je me situe entre les deux. Et puis avec qui a du Roger Ackroyd, où cette fois le narrateur n'était plus moi-même, mais tout en étant moi-même, puisqu'un auteur de roman policier qui crée un assassin qui dit « je » n'est pas l'assassin. D'ailleurs, il y a peu de tueurs parmi les auteurs de romans policiers, mais évidemment, il puise en lui-même aussi. Donc on est dans jeu sans être dans jeu, et c'est ça que j'essaye de créer dans mes livres. Ce qui fait qu'ensuite, c'est difficile pour moi d'en parler face à certaines questions, par exemple de journalistes, parce que je ne peux pas trancher, je peux pas... Voilà. Mais puisqu'on est à l'université quand même, est-ce que cette approche-là, elle a d'une certaine façon ou d'une autre ses conséquences aussi à l'université, dans l'enseignement, même si on a entendu que finalement cette méthode-là, elle butait sur le fait qu'elle ne pouvait pas être transmise, mais est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous arrivez à faire vivre cette question-là, cette séparation entre le jeu du narrateur et le jeu de l'auteur, aussi dans le dispositif universitaire?
Alors ça bouge dans l'université, hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un mouvement dans l'université littéraire, hein, puisque je relève de l'université littéraire. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un mouvement anti-herméneutique vers les approches de critique de création. Parallèlement, et ça n'est pas sans lien, vous avez un développement en France de quelque chose qui existe depuis un demi-siècle sur le continent nord-américain, qui est l'enseignement de la création littéraire. Et par exemple, Paris 8, où je suis, il y a eu l'un des premiers départements, l'un des premiers masters de création littéraire qui a été créé il y a 2 ans. Alors que ça existe depuis des décennies aux États-Unis et au Québec. Et ça n'est pas sans lien, à mon avis. C'est-à-dire, ce n'est pas sans lien aussi avec la constatation quand même qui s'est imposée par rapport à la génération précédente du fait que la scientificité des sciences humaines était extrêmement relative et que donc on pouvait, sans déchoir, rétablir une place au sujet dans les sciences humaines. Vous avez une évolution identique en histoire, avec des travaux aujourd'hui d'histoire qui auraient été impensables avant. Pensez à l'œuvre de Jablonka, par exemple, parmi beaucoup d'autres. Hein. Donc, je dirais qu'il y a une évolution générale, non concertée, mais les évolutions théoriques se font souvent de manière non concertée, c'est-à-dire que les idées circulent sans que les gens s'influencent directement, dans plusieurs domaines des sciences humaines, vers une place pour le sujet. Et là, on se bat actuellement au CNU en lettres pour qu'on puisse faire des thèses de création littéraire et des habilitations en création littéraire. Ça voudrait dire qu'une partie de la thèse ne serait pas un travail théorique, mais serait véritablement de la fiction. Vous voyez ? Donc, alors, est-ce que moi j'y ai participé à mon modeste niveau ? Je ne sais pas. C'est une évolution générale dans les départements de lettres vers le fait qu'il n'y a pas uniquement un discours théorique classique qui soit défendable, mais qu'on peut défendre des formes d'intervention originales et pour une part fictionnelle et pour une part subjective. C'est un mouvement général qui est certainement plus visible en histoire, où là vraiment il y a aujourd'hui des travaux d'histoire où, bon, Jablonka est caractéristique de tout un mouvement de l'histoire contemporaine, où on est sorti de la représentation classique de la scientificité et on est entré dans une autre représentation de la scientificité où le sujet a sa place comme étant déterminant. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci d'abord. Et puis, c'est vrai que ça ouvre un espace de liberté un peu ironique qui est extrêmement agréable pour. Voilà. Et je trouve que vous arrivez à un moment spécial où il est nécessaire d'ouvrir ces espaces de possible, d'incertitude, d'ignorance et rigolo. Vous avez parlé un peu de quantique. Vous avez parlé de l'imaginaire quantique, effectivement, dans ces mondes parallèles où on change des points de vue et où les mondes invisibles croisent des mondes visibles. Et vous parlez de paradoxe que je trouve intéressante, d'ailleurs dans l'affaire de François Roustan. C'est aujourd'hui on apprend finalement qu'on a des milliards de bactéries dans l'intestin qui nous font penser, aimer, croire, savoir. Du coup, où est le je? Où est la personne? Qui fait quoi? Nous sommes quoi? Est-ce que nous sommes un univers connecté avec d'autres univers, visibles, invisibles? Où sont les intersections? Alors, il y a beaucoup de choses comme ça, et du coup, en vous entendant en parler, j'ai sorti un article où je cite Gilles Deleuze qui parle de Foucault, enfin, dans le livre Foucault. Et je trouve extraordinaire parce que c'est en 86 et Gilles Deleuze écrivait « Les forces dans l'homme entrent en rapport avec les forces du dehors. Celle du silicium qui prend sa revanche sur le carbone, bon, il fallait lire le truc avant. Celle des composants génétiques qui prennent leur revanche sur l'organisme. » Et effectivement, on se rend compte en biologie que nous avons des mémoires de l'homme de Néandertal ou de, je ne sais,
nous avons des mémoires que nous partageons dans l'ADN avec les animaux, etc. Donc tout ce chantier dont vous nous parlez, qui nous bouscule, est nécessaire aujourd'hui pour changer les sciences humaines qui justement actuellement sont en passe d'être ringardisées totalement si elles continuent à penser de manière à être scientifique, alors que c'est un foisonnement de choses incroyables qui apparaît. Et alors, il s'agit d'un nouveau rapport au monde où l'être humain est construit par des codes qui peuvent capturer des fragments d'autres codes. Et je trouve que ça correspond vraiment à l'application de ce que vous faites. Écoutez, c'est un très bel hommage que de me rapprocher de Deleuze. Ça c'est sûr. Merci. Léo? Je voulais vous questionner par rapport justement toujours cette dimension quantique que je ne maîtrise pas assez pour vous questionner directement, mais vous dites que la prophétie auto-réalisée est exclue, donc on prend des cas de groupe, et du coup est-ce qu'on ne peut pas penser à une réalisation prophétisée, à savoir que par rapport à la thèse conspirationniste, beaucoup de choses ont été écrites au travers des siècles, et donc du coup qu'on ne retrouverait pas comme un infime hasard, mais une possibilité que tout ce qui se passe ait déjà été écrit dans un ouvrage littéraire qui est massif et qu'on aille chercher dans la littérature passée quelque chose qui a forcément été écrit. À savoir que par exemple, cet auteur qui a prévu le naufrage qui a supposément écrit le naufrage du Titanic 14 ans avant, c'est une traversée de l'Atlantique dans un bateau de l'époque qui prend un iceberg qui existe réellement. C'est pas le bateau de Peter Pan qui a pris le monstre du Loch Ness, c'est quelque chose qui est possible dans une infime possibilité, mais toujours. Donc si la chose on la cherche, est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller la retrouver dans une littérature ou autre, ce qui fait par certains conspirationnistes dire des choses pas possibles sur tout ce qu'on peut entendre d'assez fou. Donc est-ce que voilà, s'il y avait eu un autre accident d'un autre bateau dans d'autres circonstances, n'aurait-on pu pas trouver la même chose dit par un autre auteur? Et du coup, à chaque fois, avoir ces prophéties, si on les cherche bien, que toute chose ait pu être prophétisée dans un précédent temps. Oui, c'est-à-dire que vous soutiendriez plutôt les lectures rationnelles de ces événements. Plutôt que quantique, en tout cas la loi de Murphy, que tout ce qui doit se passer peut se passer parce que les éléments sont déjà là. Tous les éléments sont présents sur Terre, donc le fait est que ça se passera. Là, c'est pertinent parce que c'est 14 ans après, donc on est dans quelque chose d'assez immédiat. Mais si finalement l'accident de ce bateau aurait eu lieu 150 ans plus tard, ça aurait été peut-être un peu moins pertinent et du coup une circonstance plus. Alors, je vais assez loin dans la défense de la prémonition, puisque j'ai créé la catégorie de l'anticipation dormante. C'est-à-dire, c'est pour répondre aux esprits rationnels qui font remarquer qu'il y a certaines anticipations dans des livres, et même beaucoup, qui ne se sont pas réalisées. Et moi, ma réponse, mais attendez un petit peu. Patience. Et je prête une attention particulière aux anticipations faites dans des livres dans lesquels certaines anticipations se sont réalisées. Je pense que si une œuvre a déjà délivré une partie de ses anticipations, celles qui n'ont pas été délivrées risquent de l'être bientôt. C'est à partir de cette catégorie de l'anticipation dormante, inventée à partir des espions dormants, vous savez, dans l'univers de l'espionnage, que j'ai pu annoncer de manière assez ferme une éruption prochaine du mont Fuji au Japon. Partant de l'analyse d'un film de Kurosawa, le grand Kurosawa, pas le nouveau, dans le film Rêve, qui a annoncé de manière très précise la catastrophe de Fukushima, en désignant très précisément le réacteur, parce qu'il dit que c'est un réacteur avec 6 cheminées, alors qu'il n'y en a qu'un au Japon. Mais dans le même rêve où il annonce Fukushima, il annonce une éruption du Fuji. Donc on peut considérer que son film a tout de même une certaine capacité prémonitoire. Donc vous voyez, l'anticipation dormante permet de serrer à l'intérieur de toutes les anticipations possibles, celles qui ont le plus de chances de se réaliser. Et vous trouverez un certain nombre de ces anticipations dormantes dans mon livre, donc je vous invite à l'acheter. C'est un livre qui, pour la modeste somme de 16 €, peut vous sauver la vie. Alors, je vais faire une autre remarque à propos du rationnel et de l'irrationnel. N'oubliez pas aussi une chose sur laquelle j'insiste dans le livre. Si on reprend l'exemple de Morgan Robertson, donc, qui annonce de manière très précise la catastrophe du Titanic, ceux qui disent bon, c'est simplement un hasard, dans le même temps, en essayant d'expliquer comment il a pu arriver à une
précision aussi grande dans la prémonition, sont obligés de reconnaître un point, à savoir que Robertson, c'était quelqu'un qui travaillait. C'est-à-dire il s'intéressait beaucoup aux évolutions de ces grands paquebots, à leur nom, à leur tonnage, à leur longueur, etc. Donc, mais alors, si on admet que les écrivains travaillent, on peut en dire autant de Houellebecq, qui a eu plusieurs de ses prémonitions précisément réalisées, particulièrement la prémonition d'un attentat dans Plateforme. Si on prête attention à ces écrivains, on se rend compte que souvent, ils travaillent. Alors évidemment, ça réduit peut-être la part des rationnels, mais ça augmente le fait qu'ils ont bien une capacité anticipatoire. Alors, sans doute est-elle moins surprenante et énigmatique que dans le cas des univers parallèles, mais après tout, elle existe. Et donc, il y a un point que l'on peut étudier chez les esprits rationnels qui essayent de montrer que tout ça peut s'expliquer, qui est où ça bascule en fait dans la reconnaissance, paradoxalement, de la capacité prémonitoire des écrivains. Parce que pour expliquer comment ils sont arrivés à décrire aussi précisément une catastrophe future, il faut en passer par la reconnaissance de leur travail de documentation. Et donc, de ce fait, les esprits rationnels finissent par reconnaître, par ce paradoxe, la capacité prémonitoire, là où on ne l'attendait pas. C'est pour ça que je me suis permis de parler de la loi de Murphy, contrairement au hasard, dans le sens où, effectivement, moi, ce que j'entendais dans ce propos-là, c'est que pour un écrivain qui va décrire de bon nombre de cheminées, il y a X nombre d'écrivains qui ont décrit des bateaux plus ou moins, et il y en a un qui a tapé juste, mais dans un travail de documentation, et voilà, c'était pour ça que je pensais en termes de pourcentage, qui vulgarisait un petit peu le propos, mais en tout cas, il y avait... Oui, alors vous faites référence à la loi de Murphy que j'étudie aussi, qui est, vous savez, cette loi qui veut que les fabricants de nouvelles techniques, de nouveaux produits, essayent toujours d'examiner toutes les utilisations les plus folles qu'on pourra faire de ce qu'ils fabriquent. En se disant ça peut tomber entre les mains d'un enfant ou entre les mains d'une intelligence criminelle. Et donc je fais cette supposition que les écrivains, d'une certaine manière, utilisent cette loi de Murphy pour essayer d'imaginer le pire. Ce qui fait que très souvent, les attentats ont déjà été annoncés dans certaines œuvres, l'écrivain se mettant dans ce point d'imaginer le pire, puisqu'après tout, c'est un peu son métier d'imaginer le pire. Alors, juste pour conclure, vous terminez donc le dernier ouvrage en date, le Titanic fera naufrage, en proposant en fait de penser une république des lettres. Et donc, puisque nous sommes en période de constitution du gouvernement, vous proposez effectivement qu'on laisse une part importante aux littéraires, enfin aux créateurs, pour pouvoir penser effectivement le futur, pouvoir donner des orientations. Et en ce sens-là, vous vous opposez à certains philosophes antiques qui, eux, proposaient, à Platon, oui, qui proposaient justement d'exclure le littéraire. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui donc des créateurs dans cette République des lettres? Vous savez que le livre a été lu et que le président de la République en a tenu compte, puisque l'électorat en a tenu compte, puisque Macron est quelqu'un qui a travaillé avec Ricoeur. Et suite au conseil du livre, il a nommé tout à l'heure un Premier ministre qui lui-même écrivain, puisqu'il écrivait régulièrement dans Libération ces derniers temps. Donc il semble que ce livre ait eu un certain effet dans la constitution du nouveau gouvernement. Donc j'espère que ce sera le cas maintenant dans la nomination des différents ministres. J'en attends pas moins. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de l'année. L'année prochaine, nous recommencerons ce séminaire dont vous recevrez des informations au mois de septembre. Voilà. Et merci encore une fois à Pierre Bayard d'avoir accepté notre invitation.